parlons maintenant de ce qui s'appelle communément le Covid long et qui porte d'autres noms plus scientifiques et évidemment pour, pour simplifier les choses, comme toujours, il y a plusieurs noms. Donc vous allez le trouver dans la littérature sous les noms de syndrome post-Covid, de syndrome de Covid chronique et plus récemment de syndrome de Covid post-aigu. Donc, comment est-ce qu'on définit ce Covid long? La définition la plus fréquente, c'est celle de symptômes de Covid qui persistent pendant plus de 8 semaines, c'est-à-dire pendant plus de 2 mois. Cependant, comme vous le verrez, il y a certaines études où on regarde la situation en fait après un mois et d'autres études où on regarde ce qui se passe après 3 mois ou après 6 mois. Donc il n'y a pas de définition encore universelle du Covid long. Pour ce qui est des caractéristiques du Covid long, comme vous allez le voir dans les diapos qui suivent, les symptômes sont très variés. Il y a des symptômes qui reviennent plus fréquemment et parmi eux, on a la fatigue, la faiblesse respiratoire ou plutôt l'insuffisance respiratoire, la perte de l'odorat et perte du goût, en général les deux vont ensemble, les troubles du sommeil, de l'anxiété ou dépression, de la faiblesse musculaire ou des douleurs musculaires, etc. Au niveau de la fréquence approximative du Covid long, parmi les personnes qui ont contracté le virus, on estime que environ 10% des personnes qui ont été infectées par le virus vont développer un Covid long et que ce pourcentage augmente beaucoup si on considère les personnes qui sont hospitalisées. En réalité, la majorité des études s'accordent à dire que plus de la moitié des personnes qui ont souffert de complications sérieuses de Covid, qui ont mené à une hospitalisation, vont ensuite développer un Covid long. L'âge est un facteur de risque majeur, alors plus on avance en âge, plus on est à risque de développer un Covid long. Et on verra aussi que certaines comorbidités sont des facteurs de risque pour Covid long. Donc les comorbidités, ce sont dans le fond les maladies que les gens avaient avant d'être infectés par le virus de la Covid-19. Okay. Et le fait de parler de facteurs de risque ici, pour clarifier si c'est nécessaire, eh bien, ça signifie que on va chercher si une personne qui a une telle comorbidité va avoir davantage de chances de développer un Covid long par rapport au reste de la population des patients. Donc on va examiner de plus près une étude particulière a été publiée récemment, qui est une étude de grande envergure qui a été publiée dans un excellent journal qui est Nature Medicine. Je vais commencer par expliquer un petit peu quel est le contexte de l'étude, quelle est la démarche de l'étude. En réalité, cette étude se base sur un outil qui est un outil informatique, une application qui a été très utilisée notamment au Royaume-Uni en 2020, dans laquelle les patients Covid installaient ça sur leur téléphone et ensuite, quand ils sortaient de l'hôpital évidemment, dans le fond, transmettaient à chaque jour la liste des symptômes qu'ils avaient observés pour cette journée-là aux personnes qui s'occupaient de réaliser cette étude. Alors, donc, parmi les personnes qui ont été admises dans cette étude, il y en a eu un assez grand nombre. Toutes ces personnes avaient des symptômes. Okay? Une partie de ces personnes ont eu un test COVID positif, mais pas toutes ces personnes. Certaines ont eu un test négatif, mais on considère que parmi ceux qui ont testé négatif, la majorité en fait sont présumés avoir tout de même eu la Covid-19.
Il faut comprendre que ça, c'est une étude qui a été faite en 2020 et si vous vous souvenez, euh, en 2020, les tests étaient moins sensibles, ils étaient moins fréquents, c'était moins facile d'être dépisté. Euh, et donc, à l'intérieur de cette étude, on a donc un groupe qui a été testé négatif par PCR, mais qui avait tout de même les symptômes. Et le, ce qu'on évidemment suppose, c'est que les gens qui ont été testés positifs avaient ce qu'on appelle une charge virale, c'est-à-dire une quantité de virus dans leur organisme qui était plus élevée que ceux qui avaient été testés négatifs en moyenne. Okay? De façon importante, pour cette étude, ils n'ont retenu que les patients pour lesquels ils avaient des informations disponibles, notamment sur les comorbidités et également sur les informations personnelles du type âge, etc. Donc, comme je l'ai dit, les patients rapportaient tous les jours leurs symptômes pendant plusieurs mois après leur diagnostic initial. Et puis ensuite, l'étude consiste dans le fond à faire des corrélations entre la durée, la longueur, dans le fond, en fait, la durée des symptômes et puis des paramètres tels que l'âge, le sexe, les comorbidités, etc. Okay. Donc, on va voir de plus près leurs résultats en commençant par cette petite analyse qui compare la durée des symptômes pour les gens qui ont testé négatif pour le virus, mais encore une fois qui avaient des symptômes, donc on présume qu'ils ont tout de même été infectés, et puis les gens qui ont testé positif. Donc ici, sur la barre des X, ce qu'on a, c'est la durée en jours des symptômes. Et là, sur l'axe des Y, c'est la fréquence, c'est-à-dire que c'est proportionnel au nombre de patients. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que pour les patients qui avaient des symptômes et chez lesquels on n'a pas détecté de virus, eh bien, les symptômes disparaissaient assez rapidement. Puisque vous voyez que ça chute dramatiquement et que à 10 jours déjà la grosse majorité des patients n'ont plus de symptômes et puis à 4 semaines, c'est-à-dire 28 jours, il y a quasiment plus de patients qui ont encore des symptômes. Par contre, parmi les gens qui étaient testés positifs pour la COVID-19 au moment de leur diagnostic initial, eh bien, la distribution se rallonge un petit peu, puis on voit quand même une portion non négligeable de personnes qui ont encore des symptômes après 28 jours, et puis on en a qui ont encore des symptômes après donc 56 jours, c'est-à-dire 8 semaines. La médiane, c'est-à-dire la durée moyenne des symptômes pour les personnes qui avaient eu un test de PCR SARS-CoV-2 positif, était de 11 jours. Donc, ici, on va donc se plonger dans le gros de leurs données. Ce qui est important de savoir dès le départ pour bien comprendre ce tableau, c'est que ici, on ne considère que les personnes qui ont eu un test PCR positif. Okay? Donc on élimine un petit peu cette incertitude de savoir si les gens étaient réellement infectés par la Covid ou pas pour ceux qui avaient eu un test négatif. Donc ici on va avoir 3 groupes de patients. Premièrement, les patients chez qui les symptômes ont été de courte durée, donc Covid court, des symptômes de moins de 10 jours, ce qui est le cas le plus courant. Okay? On a des patients chez lesquels les symptômes donc, vont durer plus de 4 semaines. Et vous voyez qu'on a déjà un nombre plus réduit de patients par rapport à ceux chez qui c'est limité à 10 jours. Et puis, on a un groupe de patients chez qui les symptômes vont durer plus de 56 jours. Okay? Et
Dans la première colonne du tableau, ici, on a une liste de caractéristiques et de comorbidités. Donc parmi les caractéristiques qu'on va analyser, est-ce que ces patients sont des hommes ou des femmes? Quel est leur âge moyen? Au niveau des comorbidités, est-ce qu'ils étaient obèses? Est-ce qu'ils souffraient d'asthme? Est-ce qu'ils avaient des maladies pulmonaires, du diabète, des maladies du cœur, des maladies des reins? Et puis, comment s'est passé les premières semaines, dans le fond, de leur Covid? Est-ce qu'ils ont dû aller à l'hôpital ou non? Et puis, quel était le nombre de symptômes qui étaient observés chez ces patients dans la première semaine de leur infection, qui est typiquement là où il y a le plus de symptômes. Alors, avec toutes ces informations, ils vont pouvoir maintenant calculer le facteur de risque. Donc là, j'ai entouré ce qui se passe pour l'asthme, juste pour vous donner un exemple. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est le pourcentage de patients présents dans chaque catégorie et qui présentent la caractéristique considérée. Par exemple, pour l'asthme ici, chez les personnes qui ont fait un Covid symptomatique mais court, moins de 10 jours, eh bien, il y avait 7,7% de ces patients qui étaient asthmatiques, alors qu'il y en avait 15,8% chez les gens chez qui Covid a duré plus de 4 semaines et 18% parmi les patients chez qui Covid a duré plus de 56 jours. Okay? Et donc, ce que ça nous dit très clairement ici, c'est que si on a de l'asthme, eh bien, on est plus à risque de faire un Covid long. Et l'équipe a évidemment appliqué des tests statistiques que je ne vais pas détailler ici pour s'assurer de la signification de ces comparaisons. Et les résultats de ces tests, comme c'est souvent le cas pour les articles de biologie, sont représentés sous forme d'étoiles ici. Alors plus il y a d'étoiles, plus c'est ce qu'on appelle statistiquement significatif. Donc ici, là, le doublement du pourcentage de personnes qui ont de l'asthme parmi les gens qui ont eu Covid pendant plus de 4 semaines, eh bien, il est très significatif parce qu'il y a 3 étoiles. Même chose pour cette comparaison ici, donc de 18% des personnes qui ont de l'asthme parmi ceux qui font un Covid de plus de 8 semaines, comparé donc à ceux qui font un Covid court. Okay? Donc ici, les comparaisons pour ces deux colonnes, 28 jours et 56 jours, elles se font chacune par rapport à Covid court. Donc, quels sont maintenant les résultats qui sont observés? Premièrement, le rôle du sexe et de l'âge. Ce qu'on observe, c'est que de façon intéressante, les femmes sont plus à risque pour le Covid long. Okay? Donc ici, dans cette population de patients qui étaient essentiellement au Royaume-Uni, on avait 32% d'hommes qui ont fait un Covid court, mais si on regarde ceux qui ont fait un Covid long, donc de plus de 2 mois, là on a seulement 16% d'hommes, donc on a à peu près 2 fois moins d'hommes, et c'est significatif. Okay? L'âge est un facteur très important puisque l'âge moyen, ou plus précisément l'âge médian, était de 38 ans parmi les patients qui ont fait un Covid court, et puis parmi ceux qui ont fait un Covid long, ça passe à 50 ans ou 52 ans. Okay? Et c'est une différence qui est très significative, comme on le voit avec le nombre d'étoiles. Pour revenir un petit peu aux femmes qui sont plus à risque pour le Covid long, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'on sait depuis le début que les hommes sont plus à risque de faire des complications
de la COVID-19. Ils sont plus à risque de mourir de la COVID-19. Okay? Mais pour ce qui est de, de, euh, de devenir dans le fond une maladie plus persistante, et bien là ce sont plutôt les femmes qui sont concernées. En d'autres termes, Covid-19 est plus brutal chez les hommes, alors qu'il s'inscrit plutôt dans la durée chez les femmes. Ensuite, que la corrélation avec les symptômes initiaux, de façon non surprenante, avoir été hospitalisé au début de la maladie est un facteur de risque très élevé. Alors, vous voyez que parmi ceux qui ont fait un COVID court, on a seulement 7% de ces patients-là qui ont été hospitalisés donc dans les premiers jours de leur maladie, puisque de toute façon pour eux, tout a été fini en moins de 10 jours, alors que ce pourcentage passe à 31% pour ceux qui ont les symptômes pendant plus de 4 semaines et 43,9% pour ceux qui ont les symptômes pendant plus de 8 semaines. Donc très clairement, l'hospitalisation, c'est vraiment un facteur de risque très élevé lorsqu'on a des complications initiales avec COVID-19. On a de fortes chances de développer ensuite un COVID long. Et ça se retrouve également parmi si on compte le nombre de symptômes qui sont observés chez ces patients. Alors, chez ceux qui ont fait un COVID court, le nombre moyen de symptômes qui étaient observés, c'est 5 symptômes par patient. Et donc là, évidemment, je n'ai pas encore expliqué de quels symptômes on parle, on va les voir dans la diapo suivante. Alors que pour ceux qui souffrent de COVID long, c'est plutôt 7 symptômes en moyenne par patient. Ensuite, si on regarde la corrélation avec les comorbidités, donc là on trouve des corrélations intéressantes, certaines fortes, d'autres moins fortes. Alors une corrélation qui est très forte, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec l'asthme. Les patients qui sont asthmatiques sont plus à risque de développer un COVID long. Plus précisément, ils ont entre 2 fois et 2,5 fois plus de risque de développer un COVID long par rapport aux personnes que de développer un COVID court. Une autre corrélation qui est très claire, ce sont les gens qui souffrent de maladies du cœur. On a 1,7% des patients de COVID court pour qui c'était le cas, et on passe à 3,2% et ensuite 4,8% pour ceux qui font un COVID long à 4 semaines ou 8 semaines. Donc très clairement, là, il y a une corrélation qui est forte également. Il y a des corrélations qui sont plus faibles, comme par exemple maladie pulmonaire, où on a 12,8% chez les COVID courts, et puis seulement 16 ou 15% chez les COVID longs. Donc là, c'est une petite augmentation. Les gens qui font du diabète, on a 3% parmi les COVID courts, et puis on passe à 3,9% pour ceux qui font du Covid long 4 semaines, donc là c'était pas significatif, mais on passe à 5,8% pour ceux qui font du Covid long 8 semaines, là c'était significatif. L'obésité n'est pas un très gros prédicteur du Covid long, puisque on passe de 23,8% des gens qui font un Covid court qui étaient considérés comme obèses, et ça monte seulement à 27% ou 26% chez les personnes qui font un Covid long. Donc l'obésité, on sait déjà que c'est un facteur de risque pour développer des complications de la COVID-19, mais ce n'est pas nécessairement un gros facteur de risque pour ce qui est de développer un Covid long. Ensuite, quels étaient les symptômes qui étaient observés chez ces patients? Donc ça, c'est un résultat qui est un petit peu complexe à comprendre. Alors je vais
simplement, dans le fond, vous expliquer un petit peu comment ils ont fait, puis vous transmettre le message qui découle de ça. Ce qu'ils ont regardé là-dedans, c'est la durée moyenne des symptômes pour les personnes qui ont présenté chacun des symptômes qui sont listés ici sur la gauche. Alors là, il y a un code à 2 lettres. Je vous ai copié-collé ici le code. FA, c'est fatigue. HA, c'est les maux de tête. SOB, c'est faiblesse respiratoire. LOS, c'est la perte de l'odorat, etc. Okay. Et donc, les barres en vert ici, c'est la durée moyenne des symptômes pour le Covid court. Les barres oranges, c'est pour le Covid 4 semaines. Et puis les barres rouges, c'est pour le COVID 8 semaines. Et ce qui ressort nettement de ces analyses, c'est qu'il y a certains symptômes qui sont retrouvés très fréquemment chez les Covid longs, et donc il y a, en fait c'est ceux que j'ai listés, ceux qui sont dans le bas du schéma ici. Vous voyez que ce sont les barres les plus longues. Donc on a la fatigue, donc les maux de tête, les insuffisances respiratoires, perte de l'odorat, et puis certains autres comme de la toux, mais et puis on a ici des douleurs au niveau de la poitrine chez certains patients, etc. Donc je vais vous laisser regarder ces symptômes. Alors ce qui ressort de tout ça, dans le fond, c'est qu'il y a certains symptômes qui sont plus fréquents, mais le message principal, c'est qu'il y a une assez grande diversité du type de symptômes qu'on peut trouver chez ces patients et de la distribution de ces symptômes. J'ai trouvé une autre étude dont les résultats ne sont pas encore publiés, mais ils ont communiqué des résultats préliminaires de leur étude. Et ici, c'est peut-être encore plus intéressant parce qu'ils ont regardé jusqu'à 6 mois après le diagnostic initial. Okay. Donc là, ce qu'ils ont analysé, c'était les symptômes trouvés chez les cas de Covid long suite à une hospitalisation. Donc là, on se concentre sur les patients qui sont atteints le plus sévèrement, ceux qui avaient des complications initiales, contrairement à l'étude précédente où ils regardaient en fait tous les patients qui étaient symptomatiques, peu importe le niveau de gravité. Okay. Donc ici, ce qu'on voit chez ces patients qui sont les plus sérieusement atteints, c'est que Covid c'est que premièrement, il y a beaucoup plus de cas de Covid long. Alors vous voyez ici le pourcentage de patients qui ont des symptômes dans la première semaine, c'est ce qui est la barre bleue. Au bout de 3 mois, c'est la barre verte, et au bout de 6 mois, c'est la barre rouge. Et vous pouvez voir que les pourcentages sont encore très élevés même après 6 mois. Okay. Et en réalité, si on cumule tous ces symptômes, on va trouver qu'il y a environ 60% des personnes qui ont été hospitalisées avec Covid-19 qui ont encore des symptômes 6 mois après leur diagnostic initial. Donc ce que ça nous dit, c'est que certaines de ces personnes, on peut s'attendre à ce qu'ils aient encore des symptômes après 1 an, et en réalité, il est fort possible que certains de ces patients aient des séquelles de Covid-19 pour le reste de leur vie. Parmi les symptômes qui étaient les plus fréquemment observés, il y en a certains qu'on voyait déjà dans l'étude précédente. Il y a la fatigue.
qui est observé chez environ 40% des patients, même après 6 mois. Difficultés respiratoires qu'on retrouve chez un petit peu moins de 30% des patients. De façon intéressante, les douleurs articulaires. Les douleurs articulaires, c'est pas un symptôme qui était, sauf erreur de ma part, qui était analysé dans l'étude précédente. Je viens de vérifier effectivement. Ici, ils les ont analysés et de façon intéressante, ce sont des symptômes qui vont augmenter avec le temps chez ces patients, okay? Puisque au début de leur maladie, euh, on avait à peu près 15% des personnes qui ont des douleurs articulaires, puis vous voyez que ça monte à 18%. Donc c'est pas une bien grosse augmentation, mais en tout cas ça ne diminue pas, alors que ça diminue pour à peu près tous les autres symptômes. Et ça, ça rappelle un petit peu ce qu'on observe pour d'autres maladies virales chez lesquelles on a des séquelles chez certains patients euh, qui se caractérisent là aussi par des douleurs articulaires. C'est ce qu'on observe notamment pour le virus chikungunya. Euh, donc d'autres symptômes qui sont encore très fréquents chez ces patients, c'est la myalgie, c'est-à-dire des douleurs musculaires anormales, des maux de tête, etc. Et puis tout en bas ici, on a la perte du goût et perte de l'odorat qui font également partie des symptômes possibles du Covid long. Peut-être ce qui n'est pas inclus ici dans cette étude, ce sont les symptômes qui sont plus neuronaux de Covid, notamment la confusion mentale, euh, qui est quelque chose qui m'a été rapporté également plus d'une fois par des patients souffrant de Covid long à qui j'ai pu parler. Donc maintenant, si on se penche un petit peu sur les causes de cette maladie, vous allez voir que finalement, on ne peut pas aller très profondément, parce qu'en réalité, c'est un champ de recherche qui est très actif présentement, puisqu'évidemment, les scientifiques et la santé publique voient bien le problème que pose Covid long et que sur le long terme, là, on va avoir toute une population là, de patients dont il va falloir s'occuper. Il va falloir essayer d'améliorer leur état. Donc c'est clair que Covid long est un problème important. Beaucoup de gens ont commencé à travailler là-dessus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de réponse claire. En réalité, il y a de multiples hypothèses sur ce qui cause ce Covid long. De façon intéressante, les gens ont pu observer que certains symptômes ressemblent au syndrome de fatigue chronique. Donc vous avez vu que dans les deux études qu'on a regardées, la fatigue était vraiment le symptôme principal qui était trouvé chez la plupart de ces patients Covid long. Et le syndrome de fatigue chronique, en réalité, c'est une autre maladie qui est, elle aussi, assez opaque, assez mystérieuse. On n'a pas encore trouvé les causes euh, de cette maladie. Donc, c'est quelque chose ce genre de rapprochement est intéressant et peut-être qu'on pourrait aboutir à quelque chose qui pourrait aider non seulement les gens souffrant de Covid long, mais également les gens souffrant du syndrome de fatigue chronique qui touche quand même beaucoup de gens. Donc il y a un groupe, notamment un groupe international de chercheurs qui se sont réunis, qui travaillent sur le Covid long et qui ont rédigé un petit texte pour essayer de faire ressortir un petit peu leurs priorités en recherche pour les prochaines années. Donc je vais mettre ce texte à votre disposition ainsi que le texte de la première étude qu'on avait vue un petit peu plus tôt. Donc c'est clair que le virus lui-même a un rôle dans Covid long. Et ce que je veux dire par là, c'est la destruction
initiale des cellules infectées par le virus, ainsi que la destruction d'un grand nombre de cellules infectées par la réponse immunitaire, aboutit à du Covid long, tout simplement parce qu'il y a des organes, en particulier les poumons, qui vont avoir été endommagés sur le long terme. Et fort possiblement que la perte de fonction, et particulièrement la perte de fonction respiratoire, est quelque chose qui, pour certains de ces patients, qui va durer pour le restant de leur vie. À moins évidemment qu'on trouve un moyen d'arranger la situation pour ces patients. Il y a d'autres hypothèses intéressantes pour ce qui est du Covid long. Notamment, certaines personnes pensent que des rechutes, c'est-à-dire des réactivations, des situations où le virus recommence à se répliquer plus activement et donc réactive des symptômes. Okay. Certains chercheurs pensent que ça pourrait expliquer une partie des cas de Covid long, ainsi que les réinfections, c'est-à-dire les gens qui sont infectés plus d'une fois. En passant, j'aimerais en profiter pour essayer de tuer un petit peu une légende que les gens ont en tête en ce moment qui dit qu'on ne peut pas être réinfecté dans les 3 mois suivant une première infection. C'est complètement faux. On peut tout à fait être réinfecté à nouveau. Beaucoup de gens sont infectés plus d'une fois, puis ils peuvent l'être absolument dans les premiers mois qui suivent leur première infection. Okay. Et une autre hypothèse qui a le vent dans les voiles également, c'est celle de la persistance du virus dans certains sites anatomiques. Okay. Notamment des traces de virus vivants, donc du virus persistant, ont été détectées au niveau de certains organes, notamment au niveau du système de l'odorat, ce qui pourrait expliquer les pertes d'odorat prolongées chez certains patients. Mais je dirais qu'il n'y a rien, qui soit définitif encore. Là, il n'y a pas de consensus vraiment parmi les virologistes sur un mécanisme principal de Covid long. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour certains patients qui souffrent de Covid long, on a observé que la vaccination pouvait améliorer leurs symptômes. Et ça tend à apporter un petit peu un argument en faveur de l'hypothèse du virus persistant. Okay. Parce qu'évidemment, le vaccin, lui, va conduire à ce qu'il y ait des anticorps qui soient produits et qui soient donc dirigés contre le virus. Et le vaccin, donc, on ne s'attend pas à ce que le vaccin ait un gros effet sur les symptômes de Covid long, à moins qu'il y ait encore du virus vivant, okay, qui peut être neutralisé par les nouveaux anticorps. Ces observations d'effets bénéfiques de la vaccination peuvent également soutenir l'hypothèse d'une réponse immunitaire initiale qui serait inadéquate. Okay? C'est-à-dire qu'il n'aurait pas conduit à la production d'anticorps qui soient des anticorps qui vont permettre de contrôler le virus efficacement. Donc en quelque sorte, d'avoir cette vaccination parmi les Covid longs va en fait rattraper un petit peu le travail insuffisant d'activation de la réponse immunitaire suite à l'infection naturelle. Aussi, on pense que chez certaines personnes, il y a un syndrome d'inflammation qui va être l'inflammation persistante. Alors, les mécanismes antiviraux sont par nature des mécanismes inflammatoires, mais évidemment, il est important que l'inflammation soit contrôlée et ne perdure pas trop dans le temps. Et on sait que plus on avance en âge, notamment, plus on a des risques
d'avoir des réactions inflammatoires qui soient moins contrôlées, qui soient plus chroniques. Okay? Et c'est là encore quelque chose qui pourrait se passer chez certaines personnes infectées avec COVID-19. C'est alors cette hypothèse ici, dans le fond, implique que il n'y ait plus de virus, ce soit simplement la réponse immunitaire qui avait été créée pour combattre le virus, qui dure trop longtemps, et l'inflammation cause différents problèmes au niveau de l'organisme. Alors évidemment, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on puisse démêler ces différentes hypothèses, et ces différentes hypothèses ne sont pas nécessairement exclusive. Il est fort possible qu'il y ait une combinaison de plusieurs choses qui se passent, et il est possible aussi que ce ne soit pas forcément les mêmes mécanismes d'un patient COVID-19, d'un patient COVID long à un autre. Alors, sur ce, je vais m'arrêter là en vous remerciant de m'avoir écouté.